Claude Métras et Philippe Nemo proposent l'autre scène, ou les vivants et les dieux. Aujourd'hui, La Toison d'or par Claude Métras avec Denise Barrère et Claude Gagnebé. L'aventure des Argonautes et plus singulièrement l'histoire personnelle de Jason qui dirige l'expédition, eh bien cette aventure, elle peut être déchiffrée comme un dialogue qui est toujours actuel, un dialogue de l'être humain avec les 4 composantes universelles qui sont inscrites à la fois dans le macrocosme qui est le corps du monde et le microcosme qui représente notre propre chair. Avec des variantes qui sont propres aux données historiques et géographiques des diverses communautés humaines, toutes les cultures se sont référées aux 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau, la Chine y ajoutant d'ailleurs un 5e territoire, celui du bois, dont nous explorerons un jour prochain les limites. Et ces 4 éléments, ils sont entrés dans la conscience humaine par des chemins très différents que chacun peut emprunter suivant son penchant naturel. Il y a des chemins qu'on pourrait provisoirement définir comme relevant de la démarche scientifique ou pré-scientifique, et c'est ce qui sert par exemple de soubassement à la médecine hippocratique sur laquelle s'est greffée ensuite toute une part de la caractériologie. Les manuels universitaires font encore référence aujourd'hui au tempérament, air, terre, feu. Il y a des routes qu'on pourrait qualifier d'hermétiques, et ce sont celles qui partent des 4 éléments pour explorer les forces cachées de l'esprit, ces forces qui souterrainement sont à l'œuvre dans le devenir de la création. Et nous y avons déjà fait largement allusion dans l'ensemble des enquêtes que nous avons poursuivies avec Claude Gagnebé dans le domaine mythique. Et puis, entre ces voies extrêmes de la réalité apparente et de la réalité cachée, il existe sans doute un chemin médian, celui qui se manifeste clairement au niveau des traditions et du langage populaire, et où, à partir d'une observation précise de la réalité, se dévoile la nature cachée des êtres et des choses. Très banalement, par exemple, quand on dit de quelqu'un qu'il a du souffle, on définit bien entendu sa force respiratoire, qui est un phénomène bien discernable, mais on sait que derrière le souffle, il y a aussi une nature cachée, un ferment secret, et la respiration est liée alors à l'inspiration, et l'on sait tout ce que le mot d'inspiration porte en lui. Pour entrer dans le cœur de l'aventure de Jason, nous n'emprunterons ni le chemin pré-scientifique, ni le chemin hermétique, ni l'autre. En réalité, nous emprunterons tous les chemins car ils ne cessent de se recouper. Et cette exploration nous permettra peut-être de mettre en évidence ce qui est notre propos depuis longtemps, et qui est d'ailleurs difficilement formulable, c'est-à-dire aller à travers le monde des images et des récits jusqu'à ce que ces images et ces récits prennent valeur symbolique, c'est-à-dire significative. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait que cette valeur symbolique n'est pas close. Les symboles ne constituent pas un système. Ils sont plutôt ce qui permet à l'être humain d'entrer en relation avec ce qu'il y a en lui de plus intime, puisque chaque élément de l'existence du dehors fait son chemin dans le dedans de nous, et ce chemin est différent suivant ce qu'est chacun de nous. Je voudrais en prendre un exemple tout à fait banal. On parle par exemple très souvent du symbolisme des couleurs. Alors prenons le rouge. Si on réfléchit un peu, on s'aperçoit d'abord que le rouge n'existe pas. Il y a une infinité de rouges. Et supposons que l'on utilise du rouge pour se vêtir. Ce peut être simplement une tache, un foulard, une cravate, ou simplement, à la limite, du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres étant là une manière de vêtement. C'est un rouge apparent, mais discret. On peut autrement utiliser le rouge dans une part dominante du vêtement. C'est le chandail, la robe, le pantalon qui se présentent comme un témoin de la couleur. Ou bien on peut porter du rouge sur soi, mais sans que les autres le voient, simplement parce qu'on a besoin de sentir la couleur rouge sur sa chair. Et on sent très bien que cette relation avec le rouge, elle met en jeu l'ensemble de notre être, son organisation native, sa mémoire, ses expériences,
ses espérances ou ses désespoirs. Et chacun d'entre nous doit vivre avec ces images qui l'entourent. Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'y revenir. Et ceci nous permet d'expliquer un peu comment nous avons approché de l'aventure de Jason, comment nous allons aujourd'hui l'aborder avec Denise Varèr, avec Claude Gagnebet. L'histoire des Argonautes est en fait très compliquée. Elle met en jeu une part immense de la mythologie grecque, puisque, pour simple exemple, on peut dire que deux personnages fondamentaux du paysage divin de la terre hellène, Orphée et Héraclès, y jouent leur rôle. Mais nous laisserons un peu de côté l'histoire même, pour voir l'histoire personnelle de Jason comme une aventure métaphysique. Et notre tentative ne sera pas tout à fait dérisoire si, au terme de ce voyage, chacun de nous comprend qu'il est un peu Jason, qu'il vit la même aventure, à d'autres niveaux bien sûr, que le héros grec. Dans cette aventure des Argonautes, depuis la révélation, depuis ce qu'on pourrait appeler l'invention de la Toison d'Or, jusqu'à sa conquête par Jason, on peut repérer, me semble-t-il, 4 étapes fondamentales. Il y a d'abord l'apparition de la Toison d'Or dans le champ à la fois matériel et psychique de Jason et des gens qui l'entourent. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la période de feu, le temps solaire de Jason. Ensuite, deuxième étape, il y a le voyage vers la terre fabuleuse de Kolchide, ce qui est aujourd'hui la Géorgie russe, dont nous avons parlé dans une précédente émission à propos de la musique. Et là, Jason semble placé sous le signe de l'air, puisque ses compagnons dans ce voyage, ce sont des rochers errants comme des voiles, et ce sont des oiseaux. La troisième étape du voyage des Argonautes, c'est l'arrivée en Kolchide. Et là, on voit décrits les travaux agricoles auxquels le roi de ce pays va contraindre Jason, ce qui place immédiatement le héros sous le signe de la terre. Enfin, il y a la conquête, et cette conquête n'est possible que par l'intervention des breuvages de Médée la magicienne, ce qui, d'une certaine manière, place Jason sous le signe de l'eau. Cette interprétation, Claude Gagnebet, peut paraître un petit peu déviante, dirait-on, un peu oblique. Il me semble cependant que, traitant des héros grecs, elle trouve un peu sa justification dans la Grèce même. Je ne crois pas qu'on puisse la traiter d'oblique, ou du moins il faudra expliquer peut-être ce que la démarche de Jason a d'oblique. Mais il me semble très important que le langage que nous essayons de retrouver, qu'on peut appeler en effet le langage des symboles, les symbolistes eux-mêmes, les alchimistes eux-mêmes, l'ont appelé l'argot. Il existe un argot, c'est-à-dire il existe un langage secret, réservé à ceux qui essayent de pénétrer la nature des 4 éléments et bien entendu la nature du 5e, de la quintessence, c'est-à-dire une fois que l'on a parcouru ces 4 éléments, de cette substance qui va permettre d'obtenir l'or. Car il est certain qu'il y a là une alchimie du verbe, mais il y a aussi une alchimie toute simple. Il ne faut pas nier qu'il y a dans cet élément d'or, un or que l'on peut appeler élémentaire et dont nous chercherons à voir la source. Donc cette manière de parcourir un mythe, de le parcourir à partir des éléments fondamentaux d'une pensée qui était en effet aussi bien mythique que philosophique qu'alchimique, et je crois qu'on ne peut pas les séparer, et que les séparer, c'est les faire mourir chacune dans leur isolement, chacune de ces pensées, eh bien c'est un type de démarche qui a déjà été illustré, même pour ces mythes-là, précisément, par les philosophes. Très simplement, il faut rappeler que contrairement à ce qu'on essaie de nous apprendre constamment, Platon ne s'est pas méfié des mythes. Platon n'a pas attaqué les mythes. Loin de là, il a essayé de montrer qu'ils avaient un sens qui allait bien au-delà de la simple lecture que l'on pouvait en donner, et que ce sens, c'était l'or qui allait sortir du travail sur les mythes, et d'un travail tout simple, qui est un travail un peu comme celui du chercheur d'or, je pense, qui est un travail long, qui est un travail de tri d'une matière première qui en elle-même n'offre que des parcelles d'or.
peut-être parviendrons-nous, je pense, à la fin de ce travail, à saisir au creux de la main un peu de cet or qui est le sens profond du mythe des Argonautiques, de cette recherche de plus que l'or peut-être, et le sens profond de la vie, comme vous l'avez dit, de la vie de Jason. Je crois que pour pénétrer dans ce territoire de l'or, un or qui est à la fois celui des Grecs et celui des hommes qui vivent dans ce XXe siècle, il faut d'abord se repérer au récit originel. La difficulté ici est grande car il existe bien des versions de cette expédition des Argonautes. Nous avons ici choisi, à cause de son caractère particulièrement narratif et chaleureux, la version qu'en donne le mythologue anglais Robert Graves dans son livre Les mythes grecs. Et voici comment Robert Graves raconte le début, les premiers moments de l'histoire des Argonautes. À la mort du roi Crété-Léolien, Pélias, fils de Poséidon, déjà vieux, s'empara du trône d'Iolcos sur lequel régnait son demi-frère Aéson, qui en était l'héritier légitime. Un oracle l'ayant averti qu'il serait tué par un descendant d'Éole, Pélias fit mettre à mort tous les Éoliens de haut rang auxquels il eut le courage de s'attaquer, excepté Aéson, qu'il épargna à cause de sa mère Tyro. Mais il le garda prisonnier dans son palais et le contraignit à renoncer à son héritage. Or, Aéson avait épousé Polymèle, qui lui donna un fils du nom de Diomède. Pélias l'aurait tué sans pitié si sa mère n'avait rassemblé ses parents pour le pleurer comme s'il était mort-né et ne l'avait ensuite sorti de la ville et abandonné sur le mont Pélion où Chiron le centaure l'éleva comme il l'avait fait auparavant ou par la suite, pour Asclépios, Achille, Énée et d'autres héros célèbres. Un second oracle avertit Pélias de se méfier d'un homme portant une seule sandale. Et un jour que ses alliés s'étaient joints à lui sur le rivage pour offrir un sacrifice à Poséidon, ses yeux se posèrent sur un jeune homme de haute taille, aux cheveux longs, vêtu d'une tunique en cuir très serrée à la taille, d'une peau de léopard. Il était armé de 2 lances à large lame et ne portait qu'une seule sandale. L'autre sandale, il l'avait perdue dans le fleuve boueux Anoros à cause d'une vieille femme qui se tenait sur la rive et demandait aux passants de la faire traverser. Personne n'eut pitié d'elle jusqu'au moment où ce jeune homme lui offrit son large dos. Mais il plia sous le poids, car elle n'était autre que la déesse Héra sous un déguisement. En effet, Pélias avait offensé Héra en suspendant ses sacrifices habituels et elle était décidée à le punir de sa négligence. Donc, lorsque Pélias demanda au jeune homme d'un air brusque « Qui es-tu et comment s'appelle ton père ?» il répondit que Chiron, son père nourricier, l'avait nommé Jason, bien qu'il fût connu auparavant sous le nom de Diomède, fils d'Aéson. Pélias lui lança un regard sinistre. « Que ferais-tu, lui dit-il brusquement, si un oracle t'avait prédit qu'un de tes concitoyens devait te tuer ? Je l'enverrai chercher la toison d'or en Colchide, répondit-il, sans se douter qu'Héra avait mis ces paroles dans sa bouche. Et dis-moi, à qui ai-je l'honneur de parler ?
Cette toison d'or qui apparaît pour la première fois dans le récit reste assez mystérieuse, mais sur ce qu'elle est, la cour du roi Pélias a une interprétation bien à elle qui se trouve directement liée au souci, à l'obsession fondamentale du vieux roi. Lorsque Pélias lui révéla son identité, Jason, un moment intimidé, lui réclama hardiment le trône qu'il avait usurpé, sans lui demander cependant les troupeaux de moutons et de vaches. Et comme il était puissamment soutenu par son oncle Phérès, roi de Fer, et Amathaon, roi de Pylos, qui étaient venus pour prendre part au sacrifice, Pélias n'osa pas lui refuser les droits que sa naissance lui conférait. « Mais auparavant, dit-il, je te demande de libérer notre patrie bien-aimée d'une malédiction. » Jason apprit alors que Pélias était hanté par le fantôme de Phrixos, qui s'était enfui d'Orchomène une génération auparavant, sur le dos d'un bélier divin pour échapper au sacrifice. Il chercha refuge en Colchide, où à sa mort, on refusa de l'enterrer convenablement. Et selon l'oracle de Delphes, le pays d'Iolcos, où un grand nombre de parents miniens de Jason étaient établis, ne serait prospère que le jour où son fantôme serait ramené sur un bateau en même temps que la toison d'or du bélier. La toison était suspendue à un arbre dans le bois sacré d'Arès colchidien et gardée nuit et jour par un dragon toujours éveillé. Lorsque ce pieux exploit serait accompli, déclara Pélias, il renoncerait avec joie à son royaume qui commençait à être un fardeau pour un homme de son âge. Il faut revenir tout de suite à la situation initiale de Jason. Ce qui nous est raconté ici, c'est l'abandon d'une enfance. En réalité, ce petit Jason, cet enfant nu, va être éloigné de son lieu natal, chassé du palais, confié à la vie sauvage, à la vie naturelle. Et je crois, Claude Gagnebé, que cet abandon de l'être est le prélude à toute existence héroïque. Le voyageur, ici, nous est donné comme un orphelin, et on peut se demander dans quelle mesure le projet de tout voyage héroïque, de toute expédition fabuleuse, n'est pas précisément de se redécouvrir une terre natale, de se rétablir dans son lieu originel. Il faut dans ce cas-là voir quel est le trajet du héros, qui est toujours inconsciemment hors de son pays et qui va se retrouver dans ce cas, non seulement abandonné, mais éduqué par les centaures et par le centaure type de la Grèce antique, qui est Chiron, qui est à la fois maître de musique, maître de médecine, et qui va lui apprendre la vie sauvage, c'est certain, qui va lui apprendre la maîtrise de ces éléments déchaînés de la jeunesse, dans la mesure où la thèse qui voit dans les centaures des Gandharois, ces esprits de la jeunesse déchaînés et sauvages, est exact, qui va lui apprendre pourtant la mesure. On a cette image de Chiron enseignant la musique à Achille, et qui va aussi lui apprendre à méditer peut-être sur le nombre de pieds, car un centaure pose sûrement à ce point de vue-là, un problème d'une très grande ambiguïté. Certains centaures sont bipèdes, ce sont des hommes-chevaux, ce que l'on trouve dans la tragédie,
ce que l'on trouve aussi dans la comédie, ce sont des déguisés en hommes-chevaux. Ici, la représentation plus traditionnelle de Chiron, c'est un quadrupède. Il faut, pendant une certaine période, c'est ce que nous apprend Platon à propos du roi, que le roi soit bouvier, qu'il apprenne à s'occuper non pas des bipèdes directement, mais d'abord des quadrupèdes. C'est au moins un des enseignements de Chiron. Et d'ailleurs, effectivement, l'aventure de Jason commence par une histoire de pied, puisque au moment où il parvient à la cour du roi Pélias, c'est un homme qui a un pied nu et l'autre a une sandale. Et ce pied nu et l'autre chaussé de sandales, voilà une situation qui définit le type même du héros. Qui définit le héros et qui définit, là nous le voyons, le passeur. C'est un passeur qui a fait traverser Héra. Et on se demande bien où se trouve ce fleuve, un fleuve assez important pour que Héra ne puisse pas le traverser. Héra, brusquement, a pesé très fort sur ses épaules, il a eu beaucoup de mal, et c'est là qu'il sera marqué au pied par cette très difficile traversée. Nous voyons que cette première traversée des eaux, il y en aura d'autres au cours de sa vie. Au moment où il revient vers lui, c'est un peu comme si il recommençait à naître, puisque chaque fois que nous naissons, nous passons à travers des eaux. Et oui, puisqu'il était mort à sa naissance, ce que le texte nous explique longuement, on comprend qu'il ait besoin de commencer le trajet de sa vie en repassant à travers les eaux primordiales. Et vous savez que cette image est constante dans tous les rites ou tous les mythes de naissance. Oui, parce que si Pélias ne l'a pas concrètement mis à mort, on a accompli sur lui, une fois disparu, tous les rites qui marquent en fait le passage dans l'autre monde. Oui, donc ce sera la première étape de son retour dans le temps, de son retour vers la royauté. Et la seconde sera la conquête de la Toison d'Or. Il sera exigé à la fois qu'une quête très curieuse, qui est cette quête du fantôme, c'est-à-dire cette quête d'une âme insatisfaite. Et là, je crois qu'il faudra voir ce que peut signifier le fait d'aller rechercher cette âme errante qui vient à l'intérieur de la cour de Pélias, qui vient l'empêcher de dormir tranquille. Ce qu'il faut préciser d'ailleurs tout de suite, c'est que Jason perd sa sandale dans un fleuve en crue, que par conséquent, il y a eu, à l'époque où il intervient directement dans l'histoire du royaume, il y a eu une sorte de déluge. Oui, voilà sûrement la première idée élémentaire qui paraît là, c'est celle d'une eau surabondante. Et j'ai très nettement l'impression que la Toison d'Or évoque constamment dans la pensée des Grecs, d'une part, l'idée, ici, vous le voyez, d'une démarche qui, étant monosandale, va être oblique. Or, dans la pensée grecque, l'idée qui court constamment est la suivante. Si le monde est oblique, il parvient obligatoirement, au bout d'un certain temps, à un déséquilibre, soit du côté de l'eau, soit du côté du feu. Et voilà pourquoi ici, le premier déséquilibre qui nous est indiqué, c'est celui du déluge. C'est-à-dire que l'on est allé trop en oblique. Vous savez qu'il n'y a pas d'histoire pour les Grecs en parallèle. L'histoire commence pour les Grecs avec cette idée très simple d'ailleurs, que si les atomes tombent parallèlement les uns aux autres, il ne se passe rien. Ici, il commence à se passer quelque chose, puisqu'il y a la perte de la sandale, qui va véritablement être le ressort de toute cette histoire. Cette pluie torrentielle qui va emporter la sandale de Jason, elle exprime chez les Grecs anciens, Denise Barrère, l'obsession de la pluie, car nous sommes ici en pays méditerranéen, en pays de sécheresse, et il est tout à fait nécessaire que dans le cours de l'année, il y ait suffisamment d'humidité pour que les récoltes puissent pousser. Et la Toison d'Or apparaît bien comme l'instrument à travers lequel
les Grecs cherchent à attirer sur eux les grâces de la pluie, et que ceci passe par une série de rites où la toison d'or joue un rôle déterminant. Oui, parce que l'eau a toujours été une obsession très grande chez les peuples de l'Antiquité. Et Claude Gagnebé, vous avez parlé du déluge. Or, il est très frappant de constater que l'épopée de Gilgamesh commence aussi par un déluge. Gilgamesh, le héros, s'embarque sur un navire à la recherche de la plante de vie, comme Jason partira sur la nef Argo à la recherche de la toison d'or. Et on retrouve chez les peuples grecs de très nombreux témoignages de l'importance des toisons d'animaux en rapport avec l'eau, avec la pluie ou avec la purification. D'abord avec la pluie, quand on offrait à Zeus des montagnes une toison que l'on accrochait au sommet d'une branche d'arbre en haut des montagnes afin d'attirer la pluie. Donc c'était un rite qui permettait d'éviter la sécheresse. Il y avait un autre rite en rapport avec les toisons et avec l'eau, mais alors dans ce sens, c'était un rite de purification et qui est très intéressant parce que les fidèles qui honoraient Zeus Meilikios, c'est-à-dire le Zeus doux comme le miel, parce qu'on le craignait beaucoup et qu'on voulait par cette épithète attirer sa bienveillance, donc les fidèles, pour se purifier d'une certaine faute qu'ils croyaient avoir commise, dansaient sur une peau de bête, mais après avoir déchaussé leur sandale gauche. Or, c'est très étonnant parce que Jason se présente à Pélias en étant déchaussé et précisément en ayant enlevé la sandale gauche. Et le contact de la peau conférait aux coupables le pardon de leur faute et ils exécutaient sur la toison une danse sacrée. Je crois que si on voulait essayer de comprendre le système de ces rites, il faudrait voir tout ce qui concerne les danses boitées, les danses qui vont peu à peu raccourcir ou allonger une saison, qui vont permettre de toute façon au temps de faire un demi-tour. Et je crois que la démonstration de Lévi-Strauss quant à l'importance des danses boitées au moment des grandes chaleurs pour obtenir de la pluie, on en a des exemples bibliques, mais on en a des exemples à peu près dans toutes les mythologies. Cette démonstration est très exacte, et là nous voyons un autre exemple de cette boiterie, de cette nécessité d'obtenir un rythme impair. Et ce rythme impair, vous avez bien marqué qu'il peut apparaître avec deux types de purification. La purification par l'eau, celle que le monde connaît lors du déluge, et la purification par le feu, celle que le monde connaît lors des grandes chaleurs. Et j'entends par le monde aussi bien le monde annuellement que lors de la grande année. Et à ces deux périodes, il nous est indiqué par les Grecs que ce ne sont plus alors les hommes qui procèdent aux grandes purifications par l'eau et par le feu, mais c'est alors les dieux qui eux-mêmes procèdent à ces purifications. Et tout ce que nous verrons à propos de la vie même de Jason vont en faire l'exemple de celui qui, ayant subi les deux purifications, parviendra à atteindre cette mystérieuse, car elle est encore très mystérieuse, toison d'or. C'est d'ailleurs un peu de purification qu'il est question ici dans la relation entre Pélias et Jason, car il est question du fantôme d'un certain Phrixos. Or, Phrixos a appartenu lointainement à la famille de Pélias. Il a dû quitter le palais et le lieu natal parce que sa famille menaçait de l'exterminer, de l'offrir en sacrifice. Il est allé chercher refuge en Colchide, et voici que son fantôme hante les nuits de Pélias. Nous nous trouvons ici à l'intérieur d'un univers complètement clos. C'est dans le cerveau, c'est dans l'organisation nerveuse de Pélias que le fantôme s'agite. Et il s'agit donc de trouver un moyen de calmer la nervosité, l'agitation, de mettre fin au cauchemar de Pélias par l'intermédiaire de cette fameuse toison d'or. La toison d'or a donc ici
un rôle rassurant. Elle est essentiellement un élément destiné à lutter contre l'angoisse du roi, et on sait que dans la cité antique, comme dans toute communauté cohérente, l'angoisse du roi, c'est l'angoisse même de la cité, c'est-à-dire l'angoisse de la communauté tout entière. Cette fonction protectrice de la toison, on la trouve encore d'ailleurs dans des contrées pas tellement éloignées de la Grèce ancienne et tout à fait contemporaines. Oui, par exemple chez les Ossètes du Caucase, où le jour de la Saint-Élie, ils sacrifient une chèvre, ils la dépouillent à l'exception de la tête et élèvent la peau sur une haute perche en l'honneur du saint en le priant d'envoyer de la pluie. C'est donc exactement le même rite que dans la Grèce antique, et cet ex-voto s'appelle Vatchali et reste là une année entière. À une époque beaucoup plus proche de celle de Jason, dans l'Égypte ancienne, on peut voir se manifester cette fonction particulière, ce rôle fabuleux que joue la peau, que joue la dépouille des victimes offertes aux dieux dans la vie des hommes. Dans un très beau livre consacré à la toison d'or, M. Roux explique précisément, dans les cultes égyptiens, se manifeste avec évidence la valeur profonde accordée à la peau, à la dépouille de la bête, et il montre comment il y a, à travers la toison des bêtes sacrifiées, échange entre la vie et la mort. C'est Osiris qui a le premier révélé le mystère par lequel les peaux des victimes sacrifiées deviennent des berceaux, des mescantes ou mescas, qui, en enveloppant le défunt, lui assurent des charmes de magie imitative capables de rendre efficace ce simulacre de naissance. Mescante est le nom d'une déesse de l'accouchement qui correspond à Lilithie des Grecs. Anubis est l'agent de tels miracles. Sa puissance émane de la peau de panthère ou de gazelle, la nébride, que représente une peau de bête attachée à un pieu. La peau est donc, de deux côtés, l'instrument de l'immortalité, et le livre des morts célèbre Anubis comme l'initiateur auprès des hommes du culte de cette force cachée. Le linceul de lin n'est venu que plus tard se substituer à la peau. Les tombes néolithiques d'Égypte ont livré des morts enveloppés de peaux de panthère cousues. L'idée de la renaissance par la peau est aussi ancienne que les plus anciens monuments égyptiens connus. L'écriture même le prouve, puisque le signe Mès, qui symbolise l'idée naître, enfanter, représente 3 peaux en faisceau. La peau ainsi honorée est associée à des cadres non moins sanctifiés. Son culte s'unit étroitement avec celui de la barque. La peau veille auprès du mort, signe d'immortalité, sur les barques funèbres avant de servir de voile aux barques célestes. Quand les argonautes portent sur leur dos, en Libye, le couchant osirien des Égyptiens, la nef contenant elle-même comme une châsse la toison, ils joignent l'un à l'autre 2 saints objets de culte, les 2 véhicules sacrés, barque et peau, par lesquels on allait au ciel. Le rite de la peau se déroule dans un rayonnement d'or. L'or, symbole du soleil, entoure celui qui va ressusciter dans la barque solaire. La peau et l'or sont 2 signes qui s'appellent. C'est dans une salle d'or, demeure des rayons solaires, que Mimnerme fait venir le divin Jason pour la conquête de la toison. La peau possède des cités entières. Il y a des cités de la peau. La ville où a été consacrée par Osiris lui-même la première peau berceau est Abydos. Mais d'autres peaux berceaux servent à désigner bien d'autres cités, ce qui indique peut-être autant de méthodes locales ou différentes pour l'exécution du rite commun de la renaissance par la peau. La peau est aussi à la place d'honneur dans les palais des rois.
Plus que tout homme sur terre, le roi est le bénéficiaire des initiations osiriennes. Périodiquement, il renouvelle sa force vitale par la célébration du mystère de la peau. Cette fête jubilaire, dit fête Sed, expose comme objet rituel une peau qui est censée être la peau même du roi et qui sert d'enveloppe de renaissance à un officiant vêtu de la nébride et représentant le roi. Le roi lui-même se couche sur un lit d'apparat funéraire. Un des lieux saints de la terre d'Aya s'appelle mystérieusement la couche du bélier. Le roi est assisté par les divins initiateurs du mystère de la peau, les dieux de la peau, Anubis le chien, dont les magies survivent dans la canicule des Grecs. La peau, centre de la fête, est exposée sur un arbre ébranché, un signe royal et divin. Le roi ne cessera d'emporter sur lui le mémorial sous forme de bandelette magique, le bandeau royal, ce bandeau frontal des initiés qu'Isis Leucothea jette à Ulysse naufragé. Cette capacité magique de la toison qui nous est ainsi décrite dans l'ancienne Égypte, il est évident qu'elle joue un rôle tout à fait fondamental dans la cour de ce roi Pélias auquel Jason a affaire. Le voyage de la conquête de la toison d'or, il se relie directement au rite ancien où la peau est en jeu. Car cette peau, évoquée par les mystères égyptiens, est à la fois barque et demeure, château de l'âme et pont vers l'ailleurs. Et l'argot qui emmène Jason et ses compagnons vers la Colchide, cet argot, il est à la fois barque et demeure. Au cours de la traversée de l'Hellespont, l'argot va se confronter avec deux forces qui appartiennent elles aussi au signe de l'air. Ce sont d'une part des roches errantes, des roches que le vent violent pousse vers les embarcations et dont les navigateurs ne sont protégés que par la magie de la musique d'Orphée. Ce sont d'autre part les oiseaux venus comme directement des hauteurs célestes. Et voici comment Robert Graves raconte cette rencontre avec les oiseaux. Il nous dit: les Argonautes approchèrent de l'estuaire marécageux du fleuve Cérazos, au-delà duquel se trouve l'île d'Arès. Le vaste ciel devant eux s'obscurcit soudain, et des myriades d'oiseaux aquatiques s'envolèrent des rivages vers la haute mer. Les yeux de l'augure lui sortaient des orbites, et sa bouche avait pris la forme d'un œuf. Il s'écria: « Demi-tour, chers camarades, un augure ne peut contempler un tel spectacle sans en être terrifié. » Car à présent les oiseaux tournoyaient de tous côtés, et une volée de sales spatules piquait sur l'argot. D'un commun accord, tous les Argonautes s'emparèrent de leurs armes, de leurs casques, des plats et des chaudrons de cuivre, et se mirent à les entrechoquer. À ce bruit prodigieux, les oiseaux prirent le large, mais les plumes pleuvaient sur le vaisseau. Les spatules passent pour aspirer l'haleine des hommes endormis, et une volée de ces oiseaux est un précurseur certain de la fièvre. Les Argonautes poursuivirent leur route, et lorsqu'ils arrivèrent à l'île d'Arès, elle était couverte de petits oiseaux tels qu'alouettes, bergeronnettes, râles, genêts, rouge-queues, geais bleus et même volées de martins pêcheurs. Ceux-ci s'élevèrent dans les airs en un gros nuage à l'approche de l'argot, mais ils furent également chassés par des clameurs. Et ce rôle des oiseaux dans la relation des hommes et des dieux, nous le retrouverions d'ailleurs dans la tradition hermétique. Dans l'imagination populaire, il reste quelque chose de cette hantise de l'oiseau dans l'image que nous nous faisons encore, par exemple, de la chouette ou du corbeau, des oiseaux que nous voyons comme chargés de présages généralement maléfiques. Et ce sont les oiseaux que nous retrouvons dans un écrit alchimique du XVIIe siècle, que je ne résiste pas au plaisir de vous livrer aujourd'hui à cause de sa beauté,
Ce manuscrit, c'est le pilote de l'onde vive de Mathurin Eckem de Martineau. Là, on voit des voyageurs à la recherche du grand secret, et ils se guident sur le vol des oiseaux pour découvrir le but de leur navigation, le phénix, qui est la figure symbolique de la métamorphose universelle. Dans un voyage que j'ai fait à Madagascar il y a quelques années, après avoir doublé le cap de Bonne-Espérance, nous rangeâmes la côte jusqu'à ce que nous eûmes reconnu que nous repassions la ligne. Pour lors, nous étant approchés de terre pour découvrir quelques havres, nous aperçûmes une petite baie couverte de quelques montagnes. Ayant jugé que notre vaisseau y pouvait être en assurance, nous y entrâmes et mouillâmes l'ancre. Ayant fait mettre la chaloupe dehors, je me mis dedans avec notre pilote, car c'était en quelque façon de lui que je tenais la connaissance de cet oiseau phénix. Étant à terre, nous prîmes, lui et moi, notre chemin le long de la côte, et après avoir marché 1 heure ou environ, examinant en passant toutes les écumes que nous rencontrions le long de la mer, nous entendîmes une forte piaillerie d'oiseaux. Ayant tiré de ce côté, et en étant proche, « Notre voyage sera heureux, dit mon pilote, car j'aperçois un flocon d'écume extraordinairement élevé et une infinité d'oiseaux marins qui l'environnent, qui est une marque indubitable que celui que nous cherchons n'en est pas loin. » Et comme nous nous approchions, ces oiseaux, nous voyant, se retirèrent dans des trous qui étaient à des rochers près de là, et nous regardaient si fixement qu'ils nous donnaient de la crainte. Néanmoins, ils ne branlèrent pas, et nous laissèrent examiner à loisir cette écume que nous trouvâmes d'une qualité grasse comme bitume et d'une consistance si solide que nous la pouvions facilement manier sans la rompre. Après en avoir examiné quantité, nous parvînmes enfin à un flocon plus élevé que les autres. Nous étant avancés, nous y aperçûmes une ouverture comme celle d'un nid d'oiseau et un petit œuf dedans avec plusieurs petites sources d'eau plus claires que du cristal qui adhérait à l'écume tout autour du nid. J'avoue que je n'eus jamais plus de joie, et dans mon transport, j'opinai incontinent qu'il le fallait prendre. Mais mon pilote s'y opposant me dit, bien que l'œuf ait de grandes vertus, elles ne sont pas considérables comme celles de l'oiseau. Il faut prendre patience. Nous étant consultés, nous résolûmes de nous tenir auprès et de veiller jusqu'à ce qu'il fût éclos. Qu'en attendant, notre pilote irait en diligence à notre vaisseau pour nous faire apporter des rafraîchissements, un matelas et une voile pour faire une cabane. Ce qui fut à l'instant exécuté. Notre cabane étant dressée, chacun se disposa de veiller à son tour. La nuit ne fut pas sitôt venue, et nous dans la cabane, que les oiseaux qui étaient dans les trous sortirent, retournèrent autour du nid et recommencèrent leur piaillerie comme auparavant. Ceux qui ont écrit que la piaillerie des oiseaux était de mauvais augure avaient grande raison, car nous en eûmes la preuve peu de temps après. Le jour ne fut pas sitôt fini que ces oiseaux, à la faveur de la lumière que nous avions dans notre cabane, nous vinrent assiéger, et ayant trouvé les défauts des jointures, entrèrent dedans avec violence, nous attaquèrent avec furie, et après un combat de plus d'1 heure, nous fûmes obligés de leur céder la place et nous sauver dans l'obscurité. Après avoir marché quelque temps parmi des rochers très raboteux et difficiles, nous arrivâmes enfin à un où il y avait une petite caverne. Nous y entrâmes et y passâmes le reste de la nuit. Sitôt que le jour fut venu, étant sortis, nous nous trouvâmes environnés de précipices qui nous faisaient frissonner. Ne pouvant concevoir, comme nous les avions évités dans notre désordre et une nuit si sombre, il fallut s'en démêler peu à peu, et après avoir reconnu le chemin par lequel nous étions venus le jour précédent, nous cherchâmes un lieu commode pour regarder de loin notre nid et nos oiseaux. Étant montés sur une petite éminence de laquelle nous les pouvions voir à l'aise, et ayant regardé de ce côté, nous ne vîmes que notre cabane. En étant approchés, nous ne trouvâmes plus de nid, ni d'oiseaux que ceux que nous avions massacrés le soir, qui ressemblaient par la tête et le plumage à des aiglons.
Ainsi le phénix, comme la toison, est-il l'incarnation fabuleuse de ce voyage vers les chimères, où l'être va découvrir ce qui est le projet de sa naissance, lui-même comme maison du cosmos. Et il n'est pas indifférent de constater que cette toison d'or est une toison de bélier. Or, je voudrais à propos du bélier remarquer d'abord que c'est la première constellation qui figure dans l'année zodiacale. Il inaugure au fond le renouvellement de ce temps cyclique et annonce le renouveau de la nature, les récoltes, les moissons à venir. Et d'autre part, ce bélier est un animal d'une extraordinaire complexité car il me semble à certains égards participer de toute la diversité des différents règnes du vivant. On souligne l'importance des cornes chez ce bélier. Or, par les cornes, le bélier appartient à cette vie presque absente qu'est la vie du minéral, une vie presque immuable. Et pourtant, on sait aujourd'hui que les pierres aussi vivent. Par sa toison, le bélier participe du végétal, car cette toison épaisse qui recouvre ses flancs, qui l'habite comme un manteau, elle constitue comme une sorte de vaste végétation, dont les hommes d'ailleurs vont faire une utilisation textile tout à fait comparable à celle qu'ils vont faire avec les plantes. Et enfin, il participe du règne animal, et il y participe tout spécialement par ses pieds, puisque c'est l'animal qui, d'une certaine manière, danse, et qui, par la manière même dont il se déplace, crée ce qu'on pourrait représenter comme de la musique. C'est-à-dire que de la représentation la plus concrète qui soit, qui est la cavale, la course du bélier à travers les montagnes ou sur les plages, on peut passer au domaine le plus abstrait qui soit, qui est le domaine de la musique. Et je crois, Claude Gagnebé, que cette musique, elle est inscrite dans l'enseignement même que Jason a reçu du centaure Chiron. Chiron a enseigné la musique, c'est-à-dire a appris à Jason à faire ce que nous faisons tous lors de notre naissance, c'est-à-dire à parcourir les sphères, les harmonies célestes. Et dans l'ensemble du mythe, il y a cette idée que on peut les parcourir soit verticalement, soit horizontalement. C'est le cas de Phrixus et Hélé, qui, à la suite de ce bélier, qui est aussi le bélier zodiacal, vont parcourir un trajet qui est à l'inverse du trajet du soleil normal, puisqu'ils vont terminer leur course en Colchide, et ce bélier d'or, dont on peut bien dire qu'il est le soleil, en effet, de l'équinoxe de printemps, ce bélier d'or, brusquement, fait une trajectoire, sa première, qui est vers l'extrême est, et va, en effet, au pays du soleil, mais au pays du soleil levant, où le problème de l'inversion de ce trajet du temps va se poser. Lorsque plus tard, les astronomes évoqueront le bélier du zodiaque, ils diront qu'en effet, grâce à ses cornes, à sa tête, il ouvre la voie du soleil dans l'année. Il faut quelqu'un capable de pénétrer, on connaît la force de la tête du bélier, de pénétrer le temps, de rompre le temps au moment où il faut à nouveau ouvrir le trajet du soleil. Sa toison, vous en avez parlé comme quelque chose de végétal, et c'est d'autant plus vrai que si nous avons évoqué tout à l'heure l'ensemble des mythes en rapport avec la pluie, avec le déluge, tous les personnages qui demandent la pluie, non seulement utilisent la toison comme on nous l'a montré tout à l'heure, en suspendant
une toison après un arbre qui est censé arrêter les nuées, qui est censé arrêter Néphélé, la mère de Phrixus et Hélé, mais aussi qui est censé arrêter une autre sorte de pluie qui, lors des jours chauds en Méditerranée, va sauver toute la nature, c'est la rosée. Ce n'est pas seulement la pluie, c'est aussi la rosée qui va s'accumuler dans cette toison très exactement comme elle s'accumule sur toutes les plantes au plein cœur de l'été, et elle les sauve. Car sans la rosée, on le sait, la végétation méditerranéenne ne pourrait pas exister. Et cette rosée, elle est aussi demandée dans la Bible, par exemple. Elle est aussi obtenue par Élie. Élie possède la clé. Le prophète Élie possède la clé non seulement de la pluie, mais de la rosée, et d'une rosée qui est située dans le 7e ciel, qui est la rosée d'immortalité. Or, Élie a lui aussi quelque chose de végétal. Il est couvert de longs poils, il est appelé Séhir, le velu, et en cela, il est très proche de Phrixus, car Phrixus veut dire le hérissé, l'hirsute. Le système qui est en jeu là, on le voit, il est très simple. C'est que la toison, ce qui est hérissé, ce qui est hirsute, va retenir l'eau, va retenir la rosée, va retenir, nous le verrons au point de vue des opérations matérielles, techniques, va retenir l'or. Il y a là toute une série d'équivalences. Et va en même temps évoquer une nature qui n'est pas chauve, qui n'est pas rasée. Tous ces personnages hirsutes qui demandent la pluie ne peuvent pas être ni chauves, ni rasés, car une nature desséchée, nous l'avons vu cet été, une nature desséchée, c'est une nature où brusquement les eaux de la terre ressortent, où les pierres ressortent avec l'aspect d'un crâne mort. Et en cela, je pense que Phrixus et le bélier d'or qui l'a emporté sont des personnages très proches, que lorsque Jason va renaître à travers cette toison, les beaux textes que nous avons lus sur cette manière de renaître par la toison, c'est qu'il va acquérir cette possibilité d'amener aux hommes la vraie richesse qui est entre autres celle de la pluie et celle de la rosée. Et il va pouvoir amener cette vraie richesse sur la cité. Et on le sent très bien parce qu'il y a des substituts de sacrifice. On veut sacrifier au départ Phrixus, un bélier le sauve. Et quand il arrive, à l'autre extrémité du temps, il sacrifie le bélier. Il sacrifie le bélier qui l'avait sauvé. Et on sent bien qu'il y a toute une série de substitutions qui se sont opérées au cours du conte entre l'hirsute et le héros lui-même. Il faut qu'il acquiert peu à peu ce pouvoir que possèdent généralement les bergers, que possède Aristée, le berger dans la Grèce antique. Aristée dont certaines représentations sont là encore celles du berger couvert de sa peau de mouton. Eh bien Aristée, lui aussi, saura faire cesser les effets dramatiques sur l'ensemble du monde de la canicule. Et enfin les pieds. Les pieds, il me semble que si, dans sa première traversée de l'eau, il perd une chaussure, si, lors de leur voyage, très probablement, ils seront pieds nus comme tous les marins. Les marins ne montent jamais, encore maintenant. Essayez, dans un port, de monter à bord d'un navire avec vos chaussures. C'est signe de mort. Car que fait-on ? On ne pénètre pas
dans la mer et on ne pénètre pas dans sa mer avec ses chaussures. Nous sommes sortis pieds nus, nous sommes sortis tête première ou pied premier, et c'est un gros problème. Mais de toute façon, on ne va pas faire la traversée des eaux primordiales de celles de notre naissance, avec ces chaussures. Et donc là aussi, le problème du pied va se poser de manière précise. Et enfin, je crois que le mouton possède un os, l'astragale, qui va être l'os qui provoque la boiterie lorsqu'il est défectueux. Et vous savez que c'est une maladie fréquente chez les animaux que le berger peut observer. Or, cet astragale, on connaît sa valeur de divination. C'est par l'observation de l'astragale, c'est-à-dire des osselets, c'est en envoyant les osselets en l'air et en observant leur configuration que l'on va connaître l'avenir. Voilà toute une série de valeurs autour de cet animal qui me semble pouvoir se développer au niveau du mythe. Vous avez évoqué, Claude Guignebet, les eaux primordiales qu'il nous fallait traverser pour retrouver notre naissance véritable. Et il me semble que le feu que nous avons évoqué tout à l'heure en disant qu'il était peut-être le vêtement général de la première étape du voyage de Jason, ce feu archaïque nous dévoile chez le héros l'obsession de cet âge d'or perdu. Et que cet or est l'image, l'incarnation de ce paradis égaré que Jason doit retrouver et qui s'exprime ici par un certain nombre d'images extraordinairement précises. Il y en a 3 que nous pouvons en tout cas tout de suite repérer. C'est d'abord l'image de la rosée dont on sait le rôle qu'elle jouera, rôle quasi mystique dans toute la tradition hermétique de l'Occident. Il y a cette musique que Chiron a appris à Jason et qui exprime dans son abstraction la perfection absolue. Il y a enfin l'aspect solaire. Bon. Et rosée, musique et soleil ont en commun un caractère qui est bien précis, qui est l'éphémère. Qui est l'éphémère et qui est le symbole précis d'une royauté éphémère, qui est la royauté des Saturnales, qui est la royauté de Chronos, qui est la royauté de l'âge d'or. C'est une royauté éphémère parce qu'elle est acquise uniquement pendant un certain nombre de jours et le roi est généralement sacrifié à la fin de ses jours. Et lorsque la toison d'or apparaît dans d'autres mythes grecs, elle est associée de manière précise à l'âge d'or. Lorsque Platon nous évoque la possibilité d'un temps alternatif, qui irait non pas toujours dans le même sens, mais qui de temps en temps reviendrait sur lui-même, avec alternance d'un temps de Zeus et d'un temps de Chronos, il part de l'apparition dans le troupeau d'Atrée d'un bélier à la toison d'or. Or, ce bélier à la toison d'or, qui est le symbole du pouvoir royal, il est associé au fait que brusquement le soleil, qui jusque-là allait de l'est à l'ouest, va, sur la décision de Zeus, aller de l'ouest à l'est. Inversé. Voici selon Grève le récit de ces 2 frères, Atrée, l'aîné, Thyès, le cadet, qui luttent d'une façon cruelle pour le pouvoir royal. Atrée avait un jour fait le vœu de sacrifier les plus belles têtes de bétail de son troupeau à Artémis. Et Hermès s'adressa à son vieil ami Pan, l'homme bouc, qui fit apparaître un troupeau à cornes et à toison d'or. Il avait prévu
qu'Atrée en revendiquerait la propriété et que, de son refus à rendre à Artémis les honneurs qui lui étaient dus, naîtrait une guerre fratricide entre lui et Thyeste. D'aucuns disent cependant que c'est Artémis elle-même qui envoya l'agneau pour l'éprouver. Atrée tint parole et offrit en sacrifice la chair de l'agneau. Mais il fit naturaliser l'animal pour garder sa toison et l'enferma dans un coffre. Il était si fier de ce trésor qui paraissait vivant qu'il ne put s'empêcher de s'en vanter sur la place du marché, et Thyeste, jaloux, et pour qui la femme nouvellement mariée d'Atrée, Aéropée, avait conçu une violente passion, accepta d'être son amant si elle lui donnait l'agneau qui, disait-il, avait été volé par les bergers d'Atrée de la moitié du troupeau lui appartenant. En effet, Artémis avait jeté une malédiction sur ce troupeau et tout ce qui arrivait était son œuvre. Au cours d'un débat à l'Assemblée, Atrée réclama le trône de Mycène en faisant valoir son droit d'aînesse et aussi le fait qu'il possédait l'agneau. Thyeste lui demanda « Es-tu prêt à déclarer publiquement que celui qui possède l'agneau a le droit de régner ?»« Oui, je le déclare, » répondit Atrée. « Je suis d'accord, » dit Thyeste avec un mauvais sourire. Un héros appela alors le peuple de Mycène à acclamer son nouveau roi. Les temples furent ornés d'or. On ouvrit toutes grandes leurs portes. Des feux brillèrent sur tous les autels de la cité et des chants s'élevèrent à la louange de l'agneau à cornes et à la toison d'or. Mais Thyeste tout à coup se leva, de façon tout à fait inattendue, accusa Atrée d'être un vantard et un menteur, puis il conduisit les magistrats chez lui, leur montra l'agneau, affirma qu'il était à lui, et il fut déclaré roi légitime de Mycène. Zeus, cependant, avait une préférence pour Atrée, et il lui envoya Hermès qui lui dit « Appelle Thyeste, et demande-lui s'il renoncerait au trône en ta faveur, s'il voyait le soleil aller à reculons sur ce cadran solaire. » Atrée fit ce qu'on lui dit, et Thyeste accepta d'abdiquer si un présage aussi funeste se produisait. Zeus alors, avec l'aide d'Éris, renversa l'ordre des lois de la nature qui jusqu'alors avaient été immuables. Hélios, déjà à la moitié de sa course, fit faire demi-tour à son char et tourna ses chevaux en direction de l'aube. Les 7 Pléiades et toutes les autres étoiles refirent leur parcours à l'envers par sympathie. Et ce soir-là, pour la première et dernière fois, le soleil se coucha à l'est. Ainsi, la trahison et la cupidité de Thyeste ayant été reconnues, Atrée succéda au trône de Mycène et le bannit. Le récit qui met en scène Atrée et Thyeste est ici d'une singulière modernité, car au fond, ce retournement du temps que Zeus accomplit pour favoriser l'un des 2 frères, il est l'ambition suprême de la société humaine, presque depuis ses commencements, et plus particulièrement dans une époque qui a fait de la quête scientifique son projet essentiel. Il s'agit toujours de trouver l'or du temps, et qui trouve l'or du temps trouve l'éternité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette toison d'or, symbole de cette éternité retrouvée, elle est liée à un chêne. Nous n'allons pas parler aujourd'hui du chêne comme incarnation de l'arbre de vie, c'est-à-dire comme incarnation de ce mouvement du renouvellement perpétuel et de la métamorphose de la création. Mais je crois qu'il est important de mettre en évidence la situation particulière de ce chêne. Chêne qui, à la limite, doit devenir, comme la toison, un arbre d'or. Oui, car la toison est suspendue à l'arbre sacré, dans une forêt qui est consacrée à Arès, et que c'est en cherchant, non pas un trésor enfoui, mais en cherchant au sommet des arbres, que Jason et Médée découvrent la toison d'or.
Et cela peut nous rapprocher de ce fameux rameau d'or que cherchait aussi le héros de l'Énéide, qui suit des yeux les colombes qui indiqueront le rameau d'or. Elles se posent toutes deux à l'endroit rêvé, dans l'arbre où le reflet de l'or éclate et tranche sur le feuillage. Comme sous les brumes de l'hiver, au fond des bois, le gui étranger aux arbres qui le portent renaît avec ses nouvelles feuilles et entoure leur tronc arrondi de ses fruits couleur de safran, la frondaison d'or apparaissait dans l'ieuse touffue et ses feuilles brillantes crépitaient au vent léger. Aussitôt Énée attire à lui et arrache avidement le rameau trop lent à venir et le porte sous le toit de la Sibylle. Et cette découverte du rameau d'or rappelle celle de la toison d'or dans les Argonautiques, car Jason et Médée s'avancèrent vers la forêt sacrée, cherchant des yeux le chêne antique où était suspendue la toison, pareille à un nuage que les rayons du soleil levant font paraître tout en feu. Cette position très particulière de la toison dans l'arbre, en effet, me paraît devoir être comparée à celle du gui, dont la couleur est l'or, d'un gui qui échappe à toute classification. Il faut rappeler rapidement le mythe germanique de Balder. Toutes les plantes, toutes les pierres, tous les êtres vivants ont juré de ne pas faire de mal à Balder. Et les Ases, les dieux, s'amusent à lui envoyer tout ce qui leur tombe sous la main. Mais une plante n'appartient à aucun registre, car ce n'est pas une plante, elle ne pousse pas sur la terre, ce n'est pas un oiseau, elle n'appartient véritablement à aucune classification, c'est le gui. Et Loki, qui sait que cette plante n'a pas été convoquée, n'a pas juré, la saisit, et c'est la mort de Balder, par l'intermédiaire de cette plante d'or. C'est, je pense, non seulement l'aspect du gui qui explique qu'il soit comparé à l'or, c'est aussi sa physiologie même, enfin sa botanique même. C'est une plante qui ne peut pousser sur les arbres que lorsque les graines ont été mangées puis dégluties par le corbeau. Et il y a dans l'opération mystérieuse qui se fait par le fait d'être mangé, puis d'être excrété véritablement, et on a là une plantation qui se fait de manière excrémentielle, ça me paraît très important, eh bien c'est cette opération qui va aussi donner au gui sa valeur de plante à l'envers. Lorsque nous semons pour Déméter, nous semons devant nous, et nous semons dans une terre qui a été normalement labourée. Au contraire, les Grecs connaissent toute une série de mythes de semailles à l'envers, de semailles à rebours, d'où vont naître non pas les plantes, mais les hommes, mais les guerriers qui s'entretuent, et ce mythe qui court dans la Grèce depuis Cadmus, lorsqu'il rencontre le dragon, va se retrouver lorsqu'il s'agira de conquérir la toison d'or. Dans cette description que vous faites du gui, on repère que ce fruit d'or est le terme d'une opération alchimique de la nature, une opération qui n'obéit pas aux lois générales de la création. Et on peut bien voir que la découverte de l'or à travers la toison, la simple évidence de la couleur or, est elle-même le projet final et le terme d'une alchimie dont l'homme est cette fois l'acteur principal. Car dans la recherche de cet âge d'or qui est celui de la perfection, dans la recherche du commencement absolu, la première couleur qui apparaît comme nécessaire à l'homme, c'est le blanc. Le blanc parce qu'il est la couleur du ciel dans son moment de repos,
mais aussi parce qu'il est le couleur de toute semence, et en particulier de la semence humaine. Et puis, au fur et à mesure que l'homme s'enfonce dans sa propre intériorité, il va valoriser le rouge, en particulier le pourpre. Et c'est pourquoi, dans les communautés anciennes, le pourpre devient symbole de la dignité royale, de la souveraineté. Et c'est ensuite seulement, au terme d'une longue élaboration intérieure, que l'or apparaît dans toute sa splendeur et qu'il va être l'espèce d'image parfaite de l'harmonie, de l'éternité retrouvée. En effet, vos gradations des couleurs correspondent d'une part à certaines des gradations que l'on retrouve dans les traités de l'œuvre alchimique, et aussi à une gradation entre ce que l'on pourrait appeler le naturel et l'artificiel. L'artificiel non pas en tant que loin du naturel, mais comme passant par l'intermédiaire de ce que les Grecs appelaient l'esprit artiste, ce que les alchimistes appelleront Élie l'artiste, c'est-à-dire la puissance spirituelle capable de créer véritablement, car l'or doit être créé. Le blanc, la teinture blanche, comme vous l'avez dit, existe dans la nature. Là, elle peut se retrouver dans la semence. Le rouge se retrouve dans le sang et va être le premier degré de la teinture. Et les alchimistes eux-mêmes se disent teinturiers. Et même dans certains textes syriaques, affirment qu'ils doivent commencer leurs opérations au moment même où, dans la nature, les teinturiers commencent leurs opérations, plus particulièrement avec le pourpre, le murex que l'on va chercher profondément dans la mer. Mais il n'y a pas de teinture, ou si elle existe, elle suppose que l'on passe à un autre niveau. Il n'y a pas de teinture d'or. Et pour obtenir l'or, il va falloir passer en soi et dans la nature, c'est-à-dire dans le microcosme et dans le macrocosme, à toute une série d'opérations de purification, qui sont très simplement les parallèles aux opérations de purification que va connaître l'or réel. C'est-à-dire qu'il doit d'abord être séparé de la matière première. Et séparé de la matière première, très exactement comme encore, en ce moment, travaillent en Guyane les orpailleurs. C'est-à-dire par l'eau. Par l'eau et en cherchant par un mouvement de tamisage constant, en cherchant par un mouvement qui est l'image même de l'alternance du temps, à faire surnager peu à peu, au-dessus des excréments, des parties lourdes de la terre, à faire surnager un peu d'or. Après combien de travail et après combien de tonnes de terre qui ont été lavées, qui ont été purifiées une première fois par l'eau. Et puis cet or même va être purifié une seconde fois. Et nous ne nous éloignons pas par ces techniques de la toison d'or, car les historiens et les mythographes de la Grèce nous disent déjà que dans les fleuves qui roulaient l'or, comme le Pactole, on abandonnait des toisons de moutons pour recueillir les paillettes. Et ils pensaient même, pour la plupart, pouvoir donner une interprétation quasi rationaliste de la toison d'or avec ces techniques. Ensuite, l'or doit être soumis au feu de la purgation. Et ce feu de la purgation, saint Paul nous apprend que c'est le feu
qui va purger l'ensemble, purifier l'ensemble du monde. Et c'est pour cela qu'il nous demande de choisir entre deux ors, entre l'or de la paille, qui elle va brûler, et l'or véritable qui sera affiné par ce feu. Et toutes ces images eschatologiques correspondent bien à ce que nous avons essayé de repérer à travers ce mythe, c'est-à-dire à une fin du temps qui proviendrait après un très grand nombre de cycles de renaissance de l'homme et un très grand nombre de cycles de renaissance de la nature, c'est-à-dire après que l'homme et la nature aient été soumis à ce tamis, à ce mouvement alternatif du temps, à séparer entièrement ce qu'il y a d'or en nous et dans la nature, et lorsque cette séparation est obtenue, on peut dire que nous avons terminé un cycle, puisque le cycle a commencé lorsque Dieu, au début même, le démiurge, au début même de sa création, c'est ce que nous explique Platon, a pris un certain nombre d'éléments et les a mêlés. C'est donc un mythe qui me semble être, en grande partie, celui du démêlage. Ce démêlage, Claude Guénubet, c'est une aventure, mais c'est une aventure pleine de risques, dont les dangers sont imprévisibles. On le voit bien lorsque le roi de Colchide enjoint à Jason de labourer sa terre et de se confronter avec les taureaux terribles qui vont mener la charrue. Le roi dit à Jason: l'épreuve de courage et de vigueur que je te propose, je l'accomplis moi-même de mes mains, si effrayante qu'elle soit. Dans leur package consacré à Arès, j'ai 2 taureaux aux pieds d'airain et au souffle de feu. Je les mets sous le joug et je les force à labourer une âpre jachère d'Arès, vaste de 4 arpents. Quand la charrue y a passé, et c'est vite fait, ce n'est pas la semence de Déo que je jette dans les sillons, mais bien les dents d'un terrible dragon. Ces dents germent en forme d'hommes armés, ils m'assaillent, je les fends, je les fauche avec ma lance. C'est le matin que j'enjougue mes taureaux, c'est au crépuscule que je termine ma moisson. Mais le propre de la carrière héroïque n'est-il pas que, parfois, il n'y ait point de crépuscule ? Et après le crépuscule viendra la nuit, puis l'aurore. Car, comme le dit John Cooper Powys, quand les cavaliers sont partis et que le silence est tombé, la route solitaire veille. Et toute la nuit, sous les Pléiades et Cassiopée, elle soupire après ses voyageurs perdus. Mais à l'heure d'avant l'aube, quand les étoiles sont glacées, elle murmure le secret du monde. Quand les navires ont disparu, que leurs sillages se sont mêlés, et que les chevaux blancs de l'écume ont sombré, la mer solitaire veille. Et toute la nuit, sous Arcturus et Aldébaran, elle gémit sur son âme perdue. Mais à l'heure d'avant l'aube, quand les étoiles sont glacées, elle murmure le secret du monde. Quand les chameaux sont passés, et que la caravane s'est évanouie, le désert solitaire veille, et toute la nuit, sous le cygne percé, il se lamente sur ses rois morts. Mais à l'heure d'avant l'aube, quand les étoiles sont glacées, il murmure le secret du monde.
c'était l'autre scène où les vivants et les dieux. Aujourd'hui, La Toison d'or, par Claude Métras, avec la collaboration de Denise Barrère et Claude Gagnebé. Les textes étaient empruntés au livre de Robert Graves, Les mythes grecs, paru aux éditions Fayard, et au livre de René Roux, Le problème des Argonautes, paru aux éditions de Bocard. Ces textes étaient lus par Muriel et Laurence Corneille. Repères musicaux, 2 disques publiés par Radio France dans la collection Okora, Inde du Nord, Okora numéro 69, et Sunda, enregistré et présenté par Jacques Brunet, Okora 558-502. La prise de son était assurée par Geneviève Nguyen et le mixage par Édouard Campras. Assistant Jean-Pierre Andréau, réalisation Christiane Mallarmé.